Donc maintenant, Jean-Claude Dreher va nous présenter le point de vue des neurosciences. Donc Jean-Claude Dreher qui est à l'Institut, chercheur à l'Institut des sciences cognitives de Lyon 1. Bonjour, donc, je suis Jean-Claude Dreher, je suis directeur de recherche au CNRS, au Centre de neurosciences cognitives qui se situe à Bron. Et, donc je vais vous illustrer par des études plus concrètes, surtout en imagerie cérébrale, les concepts qui ont été évoqués au début, et en particulier tout ce qui concerne l'encodage des probabilités par le cerveau, et aussi la prise de risque. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible. Je sais que vous n'êtes pas habitué à avoir des images peut-être du cerveau, ni de connaître bien les régions cérébrales. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si ça reste un peu compliqué ou abstrait. Donc les méthodes qu'on utilise principalement, c'est l'IRM fonctionnel, mais aussi on fait aussi des enregistrements chez des patients épileptiques qui ont des électrodes qui sont implantés pour des raisons médicales. Et donc on a un accès direct chez ces patients au fonctionnement cérébral. Avant de commencer, je voulais vous signaler deux livres qu'on a édités avec Léon Tremblay. Donc toute ma présentation, en fait, je la ferai en français, mais les slides sont en anglais. Et les livres aussi sont en anglais. Le premier concerne la récompense et la prise de décision. C'était édité par Academic Press chez Elsevier. Et un ouvrage plus récent qui reprend un peu le format d'un livre assez classique de neuroéconomie de Glimcher. Ça s'appelle Decision Neuroscience. Et qui reprend en fait toutes les neurosciences de la décision, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'animal, chez le singe, chez la souris, avec une approche intégrative, donc qui va des approches, disons, fondamentales, cellulaires, au fonctionnement cérébral global. Le but général de nos études, c'est de comprendre le fonctionnement normal et pathologique des mécanismes neuronaux qui sous-tendent la prise de décision et ce qu'on appelle le système de récompense dans notre jargon. Donc il y a un lien direct avec la prise de décision et la neuroéconomie, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la compréhension du fonctionnement cérébral. Donc on a 3 axes de recherche qui sont illustrés ici. Le premier concerne l'organisation fonctionnelle de la région qui est montrée en couleur ici. Je n'ai pas de pointeur, mais c'est la partie la plus antérieure du cerveau qui s'appelle le lobe frontal, cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision, la planification de l'action. Et donc, une question importante en neurosciences actuelles, c'est de comprendre comment les différentes aires de ce lobe frontal sont organisées et comment elles fonctionnent en concertation pour prendre des décisions risquées ou des décisions sociales dans différents contextes. On comprend bien, par exemple, comment l'arrière du cerveau, qui par exemple fait le traitement de stimuli visuels, comment c'est organisé fonctionnellement, mais moins comment justement des régions plus intégratives comme le cortex frontal sont organisées au niveau fonctionnel. Deuxième axe de recherche concerne ce qu'on appelle le système dopaminergique. Donc au niveau des... Vous voyez peut-être le... Je ne sais pas si je me déplace parce que j'ai un fil. Il n'y a pas un pointeur quelque part non. Bon. J'arrive pas à pointer avec moi. Peu importe. Bon. Vous avez des régions qui contiennent ces neurones dopaminergiques qui sont situés dans le tronc cérébral, qui sont des petits noyaux bleus qu'on voit au centre de la diapositive. Et donc ces neurones, ils viennent projeter à un certain nombre de structures comme ce qu'on appelle le striatum, des régions sous-corticales et le cortex préfrontal en particulier. Et ils viennent moduler un grand nombre de fonctions cognitives, motivationnelles et émotionnelles. Et c'est un axe de recherche important en neurosciences, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'animal, de comprendre comment ce système dopaminergique il fonctionne. Merci. Parce qu'on sait que ce système dopaminergique, il est impliqué justement dans différentes pathologies. Et donc c'est le troisième axe de recherche qu'on mène, en parallèle aux 2 premiers qui sont plus fondamentaux, c'est de comprendre le dysfonctionnement du cortex préfrontal et du système dopaminergique. En particulier, par exemple, dans la maladie de Parkinson, chez des gens qui ont des lésions du cortex préfrontal, au cours d'addictions comportementales, comme l'addiction au jeu. Et puis, plus récemment, on a étudié, par exemple, des femmes anorexiques qui ont des parallèles aussi de troubles du comportement dans le domaine alimentaire, mais qui sont aussi des troubles du comportement impulsif. Et on a étudié récemment aussi des patients parkinsoniens qui après médication, après L-Dopa, peuvent développer des troubles aussi du comportement impulsif, comme l'hypersexualité. Donc, bon, je vais vous parler un petit peu rapidement de ces études. Et,
Bon, les approches globales qui sont décrites ici, c'est les méthodes qui sont utilisées, c'est l'IRM fonctionnel, comme je vous disais, où on place classiquement les sujets dans un scanner. On leur montre des stimuli visuels. Et ils ont des boutons réponse la plupart du temps pour pas engendrer de mouvement dû à la parole. On demande de répondre simplement en appuyant sur des boutons réponse. On enregistre leur réponse et des temps de réaction. Et en même temps, l'activité cérébrale. Et en parallèle à ces trois types d'études, on mène aussi des études qui permettent de faire des liens entre différents niveaux d'observation, entre en particulier des polymorphismes de gènes qui sont impliqués, par exemple dans la transmission dopaminergique, ou bien des hormones comme la testostérone ou estradiol, progestérone chez la femme. Comment ces hormones viennent jouer un rôle au niveau fonctionnel global sur le cerveau. Donc on regarde par exemple l'effet du cycle menstruel chez la femme, ou un traitement chez la femme ménopausée, un traitement hormonal. On a injecté par exemple de la testostérone chez l'homme pour regarder comment différents types d'hormones peuvent jouer sur le comportement, la prise de risque en général et la prise de décision. Donc les concepts globaux dans notre domaine, qui sont importants, qui sont représentés, c'est comment est-ce qu'on fait un choix. L'idée, c'est que le cerveau, il attribue une valeur aux différentes options qui sont considérées et qui sélectionne ensuite l'option que la valeur la plus importante. Donc c'est une notion de rapport coût-bénéfice et c'est la notion de valeur subjective qui est cruciale, puisqu'on va rechercher ce qui se passe au moment de la prise de décision dans le cerveau, ce qui corrèle à cette valeur subjective. On a parlé tout à l'heure par exemple du codage des probabilités et de la notion de une valeur, disons, subjective, justement de probabilité objective. Donc c'est un peu... c'est un exemple de type d'études qui sont possibles en neurosciences. Une autre illustration de cette étape, c'est cette slide qui est illustrée ici, bon, sans trop tout détailler. L'idée, c'est qu'il y a une représentation des actions possibles, une valuation de chaque action, et comme je disais, après la sélection de l'option qui a la valeur la plus importante, et puis ensuite on a un résultat, c'est-à-dire l'évaluation de son choix, qui peut mener éventuellement à un apprentissage et à une mise à jour de représentation pour une valuation future et une prise de décision future. Donc c'est une sorte de système en boucle, comme ça, qui est représenté ici juste par des boîtes, mais qui sont des étapes importantes qu'on peut distinguer en neurosciences, en imagerie cérébrale en particulier. Pourquoi c'est important d'étudier les bases cérébrales de la prise de décision basée sur les valeurs? Donc ce qu'on appelle décision basée sur les valeurs, c'est des décisions qui sont pas correctes ou incorrectes en soi, simplement qui dépendent des préférences intrinsèques au sujet, qui peuvent dépendre aussi de l'état motivationnel du sujet. Donc on distingue ce type de value-based decision making, basé sur les valeurs, par exemple un choix entre une orange et une pomme, par exemple dans des situations simples, par rapport à des choix de décision perceptuelle, par exemple, où il y aurait un nuage de points qui bouge à gauche ou à droite, et on a là une réponse qui est correcte ou incorrecte pour son choix. Donc ces types de décisions basées sur les valeurs, qui sont subjectives, elles sont importantes parce que, comme je vous disais tout à l'heure, non seulement pour l'addiction aux drogues, mais aussi les troubles ce qu'on appelle Impulse Control Disorder en anglais, le trouble du contrôle du comportement. Elles sont dysfonctionnelles et on peut étudier comment ces régions qui sont normalement activées chez les sujets sains sont dysfonctionnelles dans différents types de pathologies. Donc l'approche globale, en tout cas dans le domaine des neurosciences cognitives, actuellement, il y a une tendance à l'intégration de modèles computationnels qui peuvent être de différentes natures. Ils peuvent venir d'algorithmes, disons, plus informatiques, par exemple, au cours de l'apprentissage, mais on s'inspire aussi beaucoup de l'économie comportementale où il y a une modélisation mathématique. L'idée, c'est de comprendre et de caractériser la nature des calculs qui sont effectués par les différentes régions du cerveau. C'est plus simplement une sorte de mapping des régions du monde du cerveau qui sont maintenant bien connues. Donc c'est plus simplement ce qu'on appelait un contraste ou une comparaison entre une condition A et une condition B, qui était l'approche classique en imagerie cérébrale. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des modèles computationnels qui rendent compte du comportement. Donc vous avez le comportement qui est observé dans le scanner, typiquement.
Ces modèles computationnels, ils permettent d'établir un lien entre les images qu'on obtient en IRM fonctionnel et puis des niveaux plus fondamentaux, pardon, qui viennent soit de l'électrophysiologie chez l'animal ou d'enregistrement aussi, comme je vous disais, par exemple chez des patients intracrâniens où on peut enregistrer directement de l'activité électrique. Une autre illustration de cette approche qu'on appelle Model-Based fMRI en anglais, c'est donc de caractériser comment un processus particulier est calculé dans le cerveau. Donc c'est illustré ici, vous avez le scanner, et les choix et les temps de réponse qui sont enregistrés. Et puis chaque région ici, illustrée par différents types de couleurs, va varier au cours du temps. Et on a des modèles, par exemple, qui vont rendre compte par exemple ici, de la valeur de la récompense en fonction de différents paramètres qu'on fait varier. Donc juste pour illustrer ici, par exemple, la valeur de la récompense ici pourrait être variée, il faudrait une fonction de la magnitude de la récompense, par exemple le montant d'argent qu'on peut gagner, de la probabilité, et aussi du délai d'obtention de la récompense. Tous ces facteurs, c'est des facteurs qu'on peut faire varier de façon expérimentale dans l'IRM. Et donc on peut regarder ce qui corrèle dans le cerveau à ces différentes variables comportementales, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple sur la probabilité de récompenser. D'autres types d'approches qui sont mentionnées ici sont l'apprentissage par renforcement, qui ont été beaucoup étudiés aussi en neurosciences cognitives. C'est cette notion dont on parlait tout à l'heure d'apprentissage et d'erreur de prédiction dans le jargon des neurosciences, c'est-à-dire d'une attente qui est formulée par le cerveau, une prédiction, et puis qui est consistante ou pas avec le résultat qui est attendu. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de désaccord ou d'erreur de prédiction qui est encodée par le cerveau et des régions cérébrales particulières, et qui viennent signaler qu'un apprentissage est nécessaire quand le résultat qu'on attendait est ou pas concordant avec notre attente. Et donc tout ça, c'est des modèles qui sont non pas issus de l'économie comportementale, mais plus d'approches algorithmiques qui ont été développés en informatique, et on s'est aperçu que ces algorithmes peuvent être des bons modèles en fait de l'activité de certains neurones, dont les neurones dopaminergiques que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est les travaux de Schultz qui avaient été mentionnés auparavant. Donc cette notion, c'est la question centrale donc à la neuroéconomie, en gros, c'est de savoir comment le cerveau vient calculer ces valeurs. Donc il y a ces relations entre probabilité, risque, ou l'attente, délai d'attente de la récompense, mais aussi un domaine maintenant qui se développe de plus en plus, et c'est la tendance vers laquelle on se dirige aussi dans mon équipe, c'est de mieux comprendre aussi les décisions sociales, qui sont plus complexes, mais qui sont peut-être aussi plus intéressantes à étudier. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps je voulais simplement vous donner une idée globale des approches qu'on a pu mener. Donc il y a trois grandes approches que je voulais présenter aujourd'hui. Le premier concerne donc comment ces facteurs computationnels comme la probabilité d'être récompensé ou le délai d'obtention à la récompense vient jouer sur le cerveau. Le second, il concerne plus la représentation de différents types de récompenses par le cerveau. L'idée, c'est que beaucoup d'études en IRM ont utilisé l'argent uniquement comme récompense. Chez l'animal, c'est plutôt, par exemple, en neurosciences, c'est plutôt des jus de fruits qui sont donc des récompenses qu'on appelle primaires, qui sont innées, alors que l'argent peut-être a besoin d'être appris par renforcement. Et c'est cette notion de distinction entre deux types de récompenses, comme la nourriture, le jus de fruits, le sexe, qui ont une valeur innée, et qui sont essentielles à la maintenance de l'hémostasie et de la survie, par rapport à des récompenses secondaires comme l'argent, qui ont des propriétés qui sont peut-être acquises par renforcement, par apprentissage avec ces récompenses primaires. Troisième but, donc ça, tout un ensemble d'études qu'on a réalisées dans mon équipe consiste à mieux comprendre comment le cerveau va représenter ces différents types de récompenses. Je donnerai quelques illustrations plus concrètes après. Troisième but, c'est de caractériser comment le cerveau vient traiter des récompenses sociales. Un exemple ici qui est donné, c'est comment est-ce le cerveau va apprendre les rangs ou les hiérarchies dans des jeux compétitifs, par exemple. Donc où on a simplement une interaction sociale avec quelqu'un qui est à l'extérieur de l'IRM,
où on croit qu'on joue avec une autre personne, et on apprend progressivement que la personne est soit meilleure que soi, soit de rang égal, ou moins bonne que soi dans un jeu compétitif. Donc on peut montrer que certaines régions sont impliquées dans cet apprentissage. Donc simplement pour illustrer ces trois approches, la première, je reviens un peu sur les trois buts que je viens de présenter. La première approche, de façon concrète, comment ça a été fait en neurosciences, comment ça peut être étudié de façon expérimentale. Chez l'animal, chez le singe en particulier, donc ça c'est des études qui ont été menées par l'équipe de Schultz, donc c'est pas dans mon équipe, c'est des enregistrements directs des neurones dopaminergiques où ils viennent enregistrer ces neurones en plaçant des microélectrodes. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'il y a trois mesures théoriques qui ont été partie évoquées tout à l'heure. Mais bon, sans donner les détails de l'expérience, l'idée c'est que vous aviez des stimuli visuels ici qui ont différentes probabilités d'être récompensés. Donc celui-ci va toujours être associé à un jus de fruits, probabilité 1 d'être récompensé. Celui-ci a une chance sur 2 d'être récompensé, celui-là ne le sera jamais. Et donc on a un stimulus conditionné qui est suivi après un délai par la récompense qui est probabiliste. Ce qui a été observé, c'est qu'il y a deux modes de décharge de ces neurones dopaminergiques, un mode transitoire et un mode soutenu. Alors le mode transitoire, il encode en fait deux variables mathématiques. La première, c'est l'espérance mathématique, c'est la valeur subjective, la notion classique en économie comportementale d'utilité. Donc l'idée, c'est qu'ici, cette valeur subjective va augmenter avec les probabilités de façon progressive, avec une fonction concave de la récompense, de la probabilité de la récompense objective. Donc c'est cette valeur espérée qui est encodée au moment de la cue, de la présentation du fractal ou de l'image qui annonce la probabilité d'être récompensée. Le deuxième mode transitoire, c'est ce qui apparaît ici au moment où la récompense est attendue et est délivrée ou pas. Et donc c'est cette notion d'erreur de prédiction que j'ai évoquée tout à l'heure, qui peut être modélisée de façon mathématique. Et donc l'erreur de prédiction, cette fois-ci, elle a une relation inversée avec la probabilité objective. C'est-à-dire que plus la probabilité est élevée, moins il va y avoir un désaccord avec ce qu'on attendait. Et donc là, il y a une fonction linéaire décroissante de l'erreur de prédiction par rapport à la probabilité d'être récompensé. Par exemple ici, si vous avez une très faible chance d'être récompensé et que tout d'un coup vous avez une récompense, là il y a une grosse surprise, si vous voulez, entre guillemets, une grosse erreur de prédiction. En fait, c'est pas vraiment de la surprise, parce que la surprise, ce serait autre chose. C'est justement ce qui est codé pendant le délai, pendant la phase d'attente. Et là, c'est encore une autre fonction, une mesure théorique, qui est la notion d'incertitude ou d'entropie, qui pourrait être aussi similaire à la variance. L'idée, c'est que vous avez une courbe en U inversée, en fonction de la probabilité objective de la récompense, pendant cette phase d'attente. Donc elle est maximale pour une probabilité de 0,5 et elle est minimale pour une probabilité de 0 ou 1. Donc c'est assez joli, en fait, ces résultats fondamentaux. Ils illustrent que juste une petite région du cerveau qui est impliquée dans l'apprentissage, ces neurones dopaminergiques, ils encodent différentes variables mathématiques, l'espérance, l'erreur de prédiction et l'incertitude, de façon différente. Donc une question qu'on s'est posée en IRM, chez l'homme, c'est de savoir comment ces variables sont encodées dans tout le cerveau. Cette fois-ci, on peut enregistrer en IRM le cerveau dans son ensemble. Et donc une façon de le faire, dans des situations simples, en faisant varier uniquement la probabilité de la récompense, c'est d'utiliser par exemple des machines à sous, en donnant ou pas, de façon explicite, la probabilité d'être récompensé. Donc on a fait différentes études, où par exemple vous avez ici la portion du camembert en rouge qui indique la probabilité d'être récompensé, une chance sur 4 d'avoir 20 $ par exemple. Ensuite les rouleaux tournent, et ensuite on a la récompense ou pas. On a simplement à appuyer pour démarrer la machine à sous, et au moment de l'obtention de la récompense ou pas. Il n'y a pas de choix là, c'est pas des choix risqués, c'est simplement pour étudier comment les probabilités sont encodées par le cerveau, comment l'incertitude est encodée dans les différentes phases que je vous ai décrites tout à l'heure. Et donc on peut distinguer les phases au moment de la présentation de ce qu'on appelle la cue, l'image de la machine à sous, ce qui se passe pendant le délai d'attente, quand les rouleaux tournent, et le moment de l'outcome où on a ou pas la récompense qu'on a attendue. Donc c'est une expérience qui est vraiment basée sur l'expérience que je vous ai présentée, fondamentale chez l'animal, qui fait une sorte de parallèle et qui permet d'étudier comment on représente la valeur subjective au moment de la cue,
la fonction d'incertitude pendant le délai et l'erreur de prédiction au moment du résultat, de l'outcome. Une autre approche possible, c'est d'étudier plus ce qui se passe pendant l'apprentissage. Cette fois-ci, on donne des machines à sous qui sont plus naturelles, parce que d'habitude, dans les casinos, on ne sait pas la probabilité, bien sûr, d'être récompensé. Et donc là, on a à apprendre que cette machine à sous, avec le fractal qui est représenté ici, il a une certaine probabilité qui est apprise par les sujets. Et on a fait ça aussi chez des patients qui, comme je vous disais tout à l'heure, ont des électrodes implantées dans certaines régions. Par exemple, ici, c'est le cortex orbitofrontal, qui est une région qui est impliquée dans la prise de décision, la prise de risque et la motivation. Donc, c'est des données assez uniques, parce que déjà, l'accès à ces patients est délicat, et puis il faut avoir assez de sujets qui ont des implantations dans ces régions, parce que bien sûr, on ne décide pas, nous, de l'implantation des patients. Et donc, bon, sans détailler les résultats, ce qu'on a pu montrer, ce qui est illustré ici, c'est que les 3 variables mathématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont représentées aussi chez l'homme, dans différents sites cérébraux que je ne vais pas vous détailler, mais qui sont illustrés ici, encore une fois, l'espérance ou l'utilité qui est encodée au moment de la queue, l'incertitude pendant le délai, pendant la phase d'attente, et l'erreur de prédiction qui préside à l'apprentissage, quand il y a un désaccord entre ce qu'on attend et ce qu'on reçoit réellement, qui est encodé encore par des régions spécifiques dans le cerveau. Donc là, voilà, c'est l'approche globale sans détailler vraiment ces régions, parce que je sais que peut-être les détails anatomiques ne sont pas votre intérêt principal. Deuxième but, en fait, c'était de comprendre comment on pouvait... disons, revisiter ou fractionner ce système de récompense qui est vu de façon unitaire habituellement, et de savoir s'il y a des distinctions éventuellement dans différentes régions du cerveau pour des récompenses qui sont monétaires, qui sont les récompenses habituellement utilisées chez l'homme, et des récompenses disons, plus originales comme des stimuli érotiques ou du jus de fruits ou de la nourriture. Donc c'est des études un peu plus compliquées que les études d'IRM habituelles où c'est facile de faire varier les probabilités ou les montants d'argent qui sont gagnés. Là, on a dû faire des études, par exemple, chez des hommes hétérosexuels, où on présentait des images érotiques ou de l'argent dans différentes situations, ou bien on donnait du jus de fruits à l'intérieur de l'IRM avec des systèmes où on amène le jus de fruits pour regarder comment ces types de récompenses sont aussi encodés pour comparer, encore une fois, récompenses primaires et secondaires. Donc l'idée, c'est de savoir s'il y a des régions qui sont à la fois communes et d'autres régions qui sont plus spécifiques à différents types de récompenses. Et c'est cette idée aussi de monnaie neurale commune qui a été beaucoup présentée en neuroéconomie, qui permet d'intégrer les entrées sensorielles et les besoins physiologiques pour faire des choix quand on a à comparer des récompenses qui sont de nature différente. Encore une fois, pourquoi c'est intéressant, ça peut paraître un peu bizarre d'étudier des stimuli érotiques, mais ça a des intérêts aussi, comme je vous le disais au début, pour l'étude de pathologie. En particulier, on a comparé des récompenses de différentes natures chez des joueurs pathologiques, par exemple, chez des fans anorexiques et aussi plus récemment chez des patients parkinsoniens qui ont des troubles du comportement associés à une hypersexualité. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous présenter toutes ces études, c'est des études qui sont publiées, qui sont illustrées ici, qui permettent de mieux comprendre comment différentes régions sont communes différents types de récompenses ou au contraire encodent de façon séparée ces récompenses. Simplement, je vais vous présenter de l'approche expérimentale pour que vous compreniez un peu comment on fait des expériences dans mon domaine. Donc là, pour ce type d'expérience, par exemple, vous aviez des récompenses érotiques versus argent, où on avait encore une fois ce qu'on appelle une queue, donc qui présentait 3 types d'informations: la probabilité par la portion du camembert qui indique la probabilité, la magnitude de la récompense qui était soit un signe, un dollar, un grand ou petit, et puis la nature de la récompense qui était soit un symbole de femme ou un symbole d'argent au moment de la queue. Ensuite, on avait une sorte de délai, comme un tirage aléatoire, comme la période de machine à sous tout à l'heure, même si ce n'était pas des machines à sous ici. Et puis il y avait une petite tâche qu'on appelle une tâche de discrimination, où simplement, pour les maintenir dans la tâche à l'intérieur de l'IRM, on appuie sur un carré, on appuie sur un bouton ou sur un autre, en fonction du symbole qui est présenté. Donc carré ou triangle ici, on appuie sur un bouton gauche ou droit. Et ensuite, on a le résultat. Et on doit ensuite noter sur une échelle de 0 à 9 l'appréciation, la valeur subjective qu'on donne à la récompense. On fait varier aussi la magnitude des gains,
Et c'est plus, comme je vous disais tout à l'heure, la magnitude objective pour l'argent, c'est facile. Pour les stimuli érotiques, c'était 2 catégories d'images qui étaient présentées, qui étaient catégorisées de façon a priori. Bon, simplement pour aller brièvement, peut-être que vous ne connaissez pas bien, comme je vous disais, l'anatomie, mais on a pu montrer qu'il y avait un système qui était commun à ces 2 types de récompenses, mais aussi des régions séparées au sein du cortex orbitofrontal, dont je parlais tout à l'heure, pour des récompenses de nature différente. En particulier, la partie la plus antérieure, qui est aussi la plus récente au cours du développement, elle était davantage activée par les stimuli monétaires, l'argent, alors que les stimuli érotiques engageaient plus les régions postérieures du cortex orbitofrontal, qui sont des régions plus anciennes au niveau de l'évolution aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en reproduisant ce même type d'expérience chez d'autres sujets sains et chez des joueurs pathologiques, on a pu montrer que ces régions postérieures du cortex orbitofrontal, qui sont normalement engagées par les récompenses primaires, les stimuli érotiques chez les sujets sains, ils sont au contraire de façon activés à la fois par l'argent et par les stimuli érotiques chez les joueurs pathologiques. Comme si l'argent avait était une sorte de récompense primaire chez ces joueurs pathologiques. C'est un des résultats de cette étude, en fait, qui était publiée dans Brain il y a quelques années. Une autre étude qu'on a réalisée chez les joueurs pathologiques, qui est liée en fait à cette notion qui a été évoquée tout à l'heure disons de préférences liées au risque et de probabilité objective versus de préférences subjectives des probabilités objectives. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc c'est une tâche classique d'aversion au risque où vous avez un choix, par exemple ici c'est 10 € de façon certaine versus un quart de chance, enfin 25% de chance d'avoir 20 €. Et on fait des choix successifs comme ça, afin d'obtenir, en fait, pour chaque probabilité objective qui est représentée ici sur l'axe XX, vous avez donc 2 groupes, le groupe contrôle et le groupe de joueurs pathologiques qui est représenté. Donc, ce qui est connu, c'est qu'il y a une sorte de, chez les sujets sains, une sorte de surreprésentation pour les probabilités objectives qui sont faibles, une surreprésentation des probabilités subjectives. Et ce qu'on a observé chez les joueurs pathologiques, c'est qu'il n'y a pas simplement une sorte de shift de cette surreprésentation des faibles probabilités quand on n'est pas certain d'être récompensé, mais c'est un shift global de la courbe qui est donc c'est une sorte de biais, on appelait ça un biais d'optimisme global, qui n'est pas simplement présent pour les probabilités faibles, probabilités objectives qui sont faibles. Donc c'est intéressant parce que on aurait pu formuler, basé sur la littérature, l'hypothèse que c'est une sorte de surreprésentation de ces probabilités faibles d'être récompensées qui sont dysfonctionnelles, disons, chez les joueurs pathologiques. En fait, c'est toutes les probabilités objectives qui sont shiftées vers le haut. Donc jusqu'à présent, je ne vous ai pas vraiment parlé de la façon dont on fait un choix. C'était plus la représentation des probabilités, mais dans des situations, disons, assez passives. On joue à des machines à sous. Donc il y a d'autres études qu'on a pu réaliser, qui sont faites aussi dans la littérature, qui ont été évoquées, qui concernent plus des situations de choix. Donc une illustration, c'est par exemple un tâche de ce qu'on appelle daily discounting en anglais, qui a été beaucoup étudié, où par exemple on propose à un sujet, des participants, de faire des choix entre est-ce que vous préférez 20 € maintenant, ou bien 40 € dans un mois, ou 40 € dans 3 mois, etc. En fonction du caractère des sujets, leur caractère plus ou moins patient ou impulsif. Ils vont montrer des valeurs subjectives liées au délai de l'attente pour les récompenses qui sont retardées, qui sont illustrées ici. Vous aurez ici par exemple un sujet qui est plus patient, donc la valeur subjective ici va décroître très lentement. Quelqu'un de plus impulsif va avoir une courbe ici qui va être plus hyperbolique, qui va décroître très rapidement avec le délai. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées en IRM avec l'argent, encore une fois, qui fait varier ces délais pour l'attente de la récompense. Et une étude qu'on avait réalisée il y a quelques années, c'était aussi de comparer cette attente qui est un peu abstraite, parce que c'est toujours des délais qui sont jamais, bien sûr, attendus réellement dans le scanner. C'est des choix abstraits.
et on avait comparé récompense érotique versus argent dans des situations où on devait réellement attendre dans le scanner quelques secondes pour voir une image érotique qui était brouillée au début, et, enfin bon, sans détailler l'expérience, mais le simple fait d'attendre quelques secondes pouvait jouer pour voir une image pendant 2 secondes par rapport à 1 seconde. On obtenait le même type de résultat. C'est-à-dire que dans le cerveau, on a les mêmes régions qui sont impliquées dans l'évaluation, qui ont été bien décrites, et qui sont impliquées aussi pour des stimuli érotiques comme pour l'argent. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a des implications, comme je vous disais, sur le fait qu'on n'est pas tous égaux face aux addictions comportementales, l'impulsivité en général, et qu'on peut avoir soit des prédispositions génétiques, soit des influences hormonales sur ces comportements addictifs ou d'impulsivité. La tâche, je vais peut-être pas trop la détailler, mais l'idée là de cette tâche de ce qu'on appelle daily discounting, c'était une tâche qu'on a reprise récemment, comme je vous disais, chez des patients hypersexuels qui sont parkinsoniens dus à la médication, où vous avez une image brouillée qui est suivie par... donc c'est cette idée de coût-bénéfice. Le coût, c'est le coût de l'attente. Vous avez un thermomètre ici qui indique le temps de l'attente. Le bénéfice, bon, c'est de voir l'image brouillée en clair. Basé sur ces 2 informations, le sujet va choisir d'accepter ou de rejeter l'offre. S'il accepte l'offre, il attend réellement le délai attendu. Par exemple, ici, 9 secondes. Il voit la récompense simplement pendant 3 secondes. Et s'il rejette l'offre, il attend moins longtemps, mais il voit l'image aussi pendant moins longtemps. Et donc, ce qu'on a pu observer chez les sujets sains, c'est le système que je vous ai montré, qui est le système de valuation, et aussi ces courbes hyperboliques qui décrivent le comportement et la valeur subjective liée à la récompense. On a pu étudier ça chez les patients parkinsoniens et montrer que dans le cerveau, justement, les patients hypersexuels, et ils sont prêts, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, en fait, ils sont prêts à attendre pendant quelques secondes pour voir ces images, justement, sans doute parce qu'ils sont hypersexuels et ils sont plus motivés par ce type de récompense. Je ne vais pas aussi détailler d'autres études qu'on a faites qui sont plus liées, comme je vous disais, à l'influence de gènes qui sont impliqués dans la transmission dopaminergique, mais on peut distinguer en fonction donc on présélectionne des groupes qui ont des polymorphismes de gènes qui sont impliqués dans la transmission dopaminergique et on compare ces groupes entre eux pour comparer les systèmes cérébraux, comment ils jouent dans des décisions risquées ou dans l'attente de machines à sous, par exemple. Ça permet de faire un lien entre disons, des niveaux moléculaires et des niveaux plus systémiques au niveau des systèmes cérébraux qui sont engagés. Et de faire un lien aussi entre vraiment parce que la dopamine, on ne peut pas l'enregistrer directement en IRM, mais par contre, on peut regarder, c'est des mesures qui sont indirectes, de regarder ces prédispositions génétiques pour faire des liens entre différents niveaux d'observation. On peut avoir la même approche, comme je vous disais tout à l'heure, cette fois-ci, en faisant ces liens entre différents niveaux d'observation, entre hormones et systèmes cérébraux. Donc simplement pour illustrer ça, ce qui est peut-être plus d'intérêt ici, il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées, puisque chez les traders en particulier, une étude qui a été publiée dans PNS il y a quelques années, qui a eu pas mal d'impact médiatique, de Coates, qui montrait que, bon, bien sûr c'était des liens corrélationnels, mais l'idée c'était que ils ont enregistré les stéroïdes chez des traders à Londres. Ils ont montré que les niveaux de testostérone matinaux, ils prédisaient la profitabilité dans la journée et que l'augmentation du cortisol augmente à la fois avec la variance des résultats de trading et de la volatilité du marché. Donc ça fait des liens, mais qui sont uniquement corrélationnels entre hormones, cortisol, testostérone et, disons, comportement de prise de risque globaux. En suivant un peu ces types d'études, on a fait une étude plus récemment, aussi publiée dans PNS, qui est basée sur cette notion de test en fait, entre 2 hypothèses du rôle de la testostérone chez l'homme. Une qui concerne plus l'agressivité et l'autre qui concerne plus, disons, le maintien ou l'augmentation du statut social. Donc c'est 2 hypothèses qui ont été proposées dans la littérature. La première, elle est plus basée sur des études chez l'animal, en fait, parce que le fait que la testostérone soit impliquée dans l'agressivité, ça paraît peut-être un peu intuitif ici, c'est de façon un peu naïve.
Mais chez l'homme, en fait, il n'y a que des preuves indirectes de ça, et il n'y a pas de relation vraiment causale. Donc c'est toujours difficile dans ces études, parce que, comme je vous disais, c'est des études corrélationnelles, la plupart des études qui ont été publiées. Ça veut dire que les gens mesurent la testostérone normalement à un moment précis de la journée, parce qu'il y a aussi des variations dans la journée, mais ils étudient un comportement et ils font une corrélation avec un niveau de testostérone qui est observé, qui est mesuré. Ici, ce qu'on a eu, ce qui est important, c'est que c'est une approche causale. Donc c'est une manipulation pharmacologique où on injecte de la testostérone chez l'homme, ou bien un placebo. Et donc on peut établir un lien causal entre la manipulation pharmacologique qu'on fait et puis le comportement qui est observé. Et donc ce qu'on a voulu tester, c'est cette hypothèse classique de rôle de la testostérone sur l'agressivité versus une autre hypothèse qui propose que peut-être elle augmente ou elle maintient le statut social. L'idée, c'est que peut-être chez l'animal, ici, ce qui est illustré, c'est que le mâle alpha qui a plus de testostérone, qui a accès déjà à toutes les ressources, nourriture ou femelle, il a peut-être... tout dépend aussi du challenge qu'il a face aux autres individus, mais peut-être que une testostérone élevée permet simplement de maintenir son statut social. C'est un peu l'idée. Et donc, il y a des prédictions qui ont été pas testées, qu'on a essayé justement de tester dans cette étude, c'est de savoir si la testostérone, elle augmente de façon sélective les comportements agressifs, comme la réponse aux provocations, donc ce qu'on appelle l'agressivité réactive, ou bien est-ce qu'elle promeut les comportements non agressifs, comme la générosité vers l'autre, justement, ou quand c'est approprié pour maintenir son propre statut social. Donc je ne vais peut-être pas détailler, la procédure expérimentale était assez complexe et on avait beaucoup de mesures à différents jours de la testostérone qui était prise de façon sanguine. Et donc vous avez simplement, avant, parce qu'en fait c'était aussi réalisé dans l'IRM, mais je présentais que les résultats comportementaux, on avait au troisième jour soit une injection d'androtardyle, donc testostérone, ou bien d'un placebo. Et le jour 4, donc entre 17,5 à 20 heures après l'injection, on avait les tests qu'on a réalisés. Donc comme on s'y attendait, vous avez ici pré-injection et post-injection, une augmentation de la testostérone en post-injection, parce que c'est la manipulation expérimentale qu'on a faite. Et on a réalisé cette tâche modifiée d'ultimatum. Peut-être que les gens qui sont familiers avec l'économie comportementale connaissent bien cette tâche d'ultimatum. Ici, c'était une tâche modifiée au sens où vous avez une proposition. Par exemple, Jeff vous propose un partage entre 12 € et puis donc vous avez accepté ou pas son offre. Par exemple, ici, il vous donne 4 € et il garde 8 €. Vous acceptez ou vous rejetez. Donc vous avez les deux possibilités. Ça, c'est la tâche d'ultimatum classique. Mais ce qu'on a rajouté ici, c'est une tâche possible soit de rétaliation, c'est-à-dire de réaction à la provocation, si vous voulez, où on peut punir à un coup pour soi-même la personne qui a été peut-être un peu avare, pas généreuse. On peut au contraire la récompenser si elle était généreuse ou pas, ou on peut ne rien faire. Donc c'est ce qui est illustré ici. On ne peut rien faire, punir ou on récompense. Donc 3 choix possibles. Et puis ensuite, par exemple, si on punit, on a un choix là du montant de punition au coup pour soi-même. Donc bon, à chaque fois, c'est un coût, c'est 1/5 de ce qu'ont les participants, qui est un coût pour soi-même. Et les gens, ils sont prêts à endurer ce coût pour punir ou pour récompenser quelqu'un. Donc ce qu'on a observé au moment de la première proposition, de façon classique, quand les montants proposés augmentent, c'est que, comme on pouvait s'attendre, les probabilités d'accepter l'offre, elles augmentent de façon, plus les gens sont généreux envers soi. Mais il n'y a pas de différence entre placebo et groupe testostérone. Par contre, ce qu'on a observé qui est très intéressant, c'est ce qui se passe justement au moment où on peut soit récompenser ou punir l'autre. Donc c'est les résultats qui sont représentés ici. Vous avez le code couleur, c'est plus foncé, c'est testostérone, et plus clair, c'est placebo. Bon, les barres, elles sont un peu... je ne sais pas si c'est très visible ici, mais globalement, le pattern, c'est que, bien sûr, on a tendance à plus punir pour des offres basses, quand les gens ont été avares envers soi, et à plus récompenser les gens qui ont été généreux.
Et là, quand on est intermédiaire, on fait ni l'un ni l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une différence justement entre les deux groupes, placebo-testostérone. Donc la testostérone, ça veut dire qu'elle n'a pas simplement un rôle dans l'agressivité réactive ici, où elle augmente les punitions pour des offres basses. Bon, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Elle a aussi un rôle dans les comportements prosociaux de générosité, où on récompense quelqu'un qui a été généreux envers soi. Donc ça serait plutôt un rôle de la testostérone. Bon, il y a des analyses supplémentaires qu'on a pu faire, ce que je ne vais pas détailler. Mais un rôle de la testostérone qui pourrait promouvoir le statut social, en quelque sorte, le maintien social. Bon, je ne vais pas vous présenter les résultats en IRM, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais peut-être conclure simplement là-dessus, simplement pour dire qu'on a fait d'autres études, par exemple sur l'aversion à la perte, qui est un domaine classique qui a été étudié encore une fois avec l'argent, et qu'on a réalisé avec aussi de l'argent, mais aussi de la nourriture chez des femmes anorexiques. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un pattern comportemental inversé chez ces femmes anorexiques avec la nourriture, comme on aurait pu s'attendre, et qui a une correspondance dans le cerveau, parce que le pattern d'activité qu'on observe est aussi inversé. Globalement, en fait, tout ça, c'était pour illustrer un peu comment on peut manipuler les probabilités, le risque, de façon expérimentale, en neurosciences cognitives, en IRM en particulier, et comment on peut appliquer ça à différents types de pathologies, et étudier aussi le rôle des hormones. Je vous ai montré simplement le comportement, mais on peut étudier ça aussi au niveau du cerveau. Ouais, merci. Merci.